Chers amis carnéiers et des villages voisins, de Normandie, de France et de Navarre, pourquoi pas, en cet après-midi du 6 septembre 2015, nous vous souhaitons la bienvenue et vous invitons à revisiter l'histoire de notre patrimoine. 16 communes, pleines de charme et de beauté, constituent les richesses de notre bocage au sein de la communauté de communes. Charme par la conception des petits bourgs entourant leur clocher, beauté par leur implantation dans un site naturel remarquable dont bénéficie notre région. Dans le déroulement de ce que nous appelons nos carnets de voyage, nous, compagnie Vanicoron, avons choisi le village de la Carneille, tellement riche par son histoire et pittoresque par son quartier des Cavets, où jadis, industriels, commerçants, artisans, ouvriers, paysans, fourmillaient dans ces petites ruelles serpentées par la Gine, permettant l'implantation de nombreux moulins servant aux ateliers de teinture, de tannage des peaux et au foulage des draps. Les guerres et l'usure du temps ont totalement détruit ces ouvrages. Et aujourd'hui, il ne reste aucun vestige de ces moulins, ni de la forge. Cependant, quelques vieilles pierres laissent deviner la promiscuité des maisons faisant de ce village une sorte de cocon où vassaux et seigneurs se sont croisés au cours des siècles. Grâce aux précieux écrits du docteur René Leroy, nous avons essayé de reconstituer des scènes de vie en amenant dans la cavée du cimetière certains lieux aujourd'hui disparus, comme le four à pain et la haute justice du XIVe siècle. Notre intention est de vous entraîner dans ce lieu géographique insolite où les habitants de la Carneille vont animer théâtralement des pans de vie choisis marquant l'histoire de leur village, comme la vie au quotidien dans la cavée du cimetière, la haute justice et la geôle. Puis, poursuivant votre chemin dans la rue du Mont-Duc, vous vous divertirez devant la maison de M. Roussel, faisant fonction de taverne des Ducs, animée par des chants joyeux de l'époque du Vergalan, interprétés par la chorale Altissimo d'Atis. Votre balade se poursuivra par la descente de la rue aux Juifs, où le 6 octobre 1624, Antoine de Montchrétien, bas normand, né à Falaise en 1575, passa discrètement la nuit à l'hôtel de l'Écu. Le dramaturge et auteur de nombreux poèmes et sonnets, il publia également un ouvrage sur l'économie politique. Capitaine huguenot engagé, il fut mandaté par ses supérieurs de venir faire la guerre en Normandie, son pays d'origine. Cette mission lui coûtera la vie, car le 7 octobre 1624, il fut assassiné au Tourail, à l'auberge Saint-Martin. Ce tableau équestre sera assuré par l'écurie de l'Archon. Le spectacle se poursuivra sous la halle, au rythme de la carmagnole et du saïdra, dans une ambiance révolutionnaire. Cette fresque historique se terminera sur une note de paix retrouvée avec le clergé et officiels célébrant dans un tédéum d'action de grâce la bénédiction des cloches du 8 avril 1923. Résonneront alors les vraies cloches de l'église Saint-Pierre pour inviter les figurants à un pot de l'amitié offert par la municipalité dans la verdure du parc. Nous allons maintenant vous présenter votre parcours, donc dans les cavées. Votre promenade à travers le temps commencera par la cavée de la Geôle. À l'angle de cette rue et la rue des Pierres-Gautier se situait la prison. La haute justice de la Carneille fut établie en 1338 sous le règne de Philippe de Valois, roi de France, en faveur de Jean IV d'Harcourt. Cette juridiction s'étendait sur 30 paroisses voisines et donna bien sûr une certaine puissance à cette petite ville. Telle est brièvement l'origine de la vicomté, châtellenie et autres justices de la Carneille. Au XVe siècle, encadrés de 2 gardes, les prisonniers se rendaient dans la salle d'audience du Mont-au-Duc pour écouter leur sentence. Ils retournaient dans leur cachot pour y purger leur peine ou passer par la potence, selon la gravité de leurs actes. Tous ces hommes portaient un titre de noblesse, vivaient loin de leurs vassaux, près du roi et des armées. En appliquant leurs lois, ils ne se penchaient guère sur la souffrance et la vie du petit peuple. Cet abandon moral explique en partie le développement intensif de cet esprit nouveau qui anima le bocage dès les premières heures de la Révolution. C'est à cette époque que la prison fut désaffectée. Lorsque vous arriverez dans la cavée du cimetière, la vie au XVe siècle s'animera devant vous.
Les lavandières seront au travail. Vous pourrez imaginer l'activité des moulins sur le chemin de Trompe-Souris, baptisé ainsi à cause du moulin à fouler les draps, attirant les petits rongeurs, croyant y trouver du grain. Les teinturières seront à l'ouvrage avec leurs pneus indigo. La forge absente du paysage prendra vie sous le marteau du forgeron. Le boulanger et son mitron fourniront de bonnes miches de pain aux petites villageoises, tandis que le meunier apportera sa bonne farine de froment. Le potager communal cultivé par frère Paul remplira le panier de la ménagère. Insouciants et heureux, les enfants s'adonneront à leur jeu préféré. Vous attendrez enfin le Mont-Auduc, où siège la justice, car aujourd'hui il y a une audience. Ensuite, vous emprunterez le petit chemin du Mont-Auduc jusqu'à la taverne, où vous attendront jeunes et chanteurs pour vous divertir. En redescendant la rue aux Juifs, vous croiserez Antoine de Montchrétien, chevauchant gentiment, accompagné de son page et de 2 cavalières, faisant une halte à l'atelier du Vécu, où l'aubergiste et sa femme lui offriront à boire. Nous serons loin du sort tragique de cet illustre personnage venu chercher la mort au sein de notre bocage. Ainsi se terminera cette visite ludique dans les cavés. De retour sur la place, vous assisterez à un marché en 1791. Pour le bon déroulement de ce parcours théâtral, 20 guides et hôtesses vous accompagneront pour votre sécurité. Le temps imparti pour cette balade et le respect du travail des figurants. Bonne promenade et bon retour sur la place et que la fête commence. À être exposé publiquement chaque jour pendant 3 mois devant le poteau de la juridiction entouré de 2 gardes. Sa rente annuelle sera désormais de 48 poules, 500 œufs, 59 chapons et 13 boisseaux d'avoine. Sentence prononcée en place de Pré le 6 septembre 1648. Le président de la haute justice, Martin de Moiron, Maître Martin de la Mare, avocat à la cour. À la requête du sieur Nicolas de Saint-Beaumer, écuyer ici présent, et de Damoiselle Marie Turgot, son épouse, veuve en première noces de Jacques D. Écuyer, pour elle et pour les enfants du dit sieur D. après affirmation qu'ils ne retiennent aucun papier par vol ni fraude, sont déchargés de la restitution de tous les titres contenus dans l'inventaire, fait par maître Adrien de la Mare. Attendu la restitution des titres ci-dessus mentionnés, il n'y a pas lieu de les poursuivre. Pour satisfaire aux décisions du Conseil, les titres seront déposés dans une armoire ayant 3 clés, dont l'une sera baillée au bailli, la seconde au procureur fiscal et l'autre au receveur de Monseigneur.
La dite armoire sera déposée en la maison du procureur fiscal, fait en place de près à La Carneille, le 6 septembre 1648. Martin de Moiron, président de la haute justice, maître Martin de la Mare, avocat. Alors en fait ici Antoine de Montchrétien a dormi ici une nuit le 6 octobre 1624. Il s'est fait assassiner le lendemain par son génie politique, donc personne n'était d'accord avec lui, et par ses poèmes aussi. Il fut assassiné au Tourail et fut traîné jusqu'à Domfront pour s'y faire brûler. Donc voilà. Il n'en revient qu'à la lanterne quand il est sourd comme un oiseau. En entrant, il se met à dire la et la et la, la et la et la au diable le mari peu sage, étant plaisir hors de chez soi. C'est au logis et sans tapage que tous mes amants je reçois. Quand il affole, je soupire, là et là et là, redire, là et là et là, redire. À ce plafond faisons la guerre. Bien plus dans les hommes du monde, mais pour belle chance. Bien nous avons du bien, chance, pour belle chance. Chante, chante, à ce plafond faisons la guerre. Là, des démagogues sans pudeur, encouragés et soutenus, hélas, par un prêtre apostat, blasphémèrent ouvertement contre Dieu, attaquèrent avec fureur les colonnes de l'Église et de la patrie. Royalistes et républicains menèrent une lutte sans merci jusqu'au plus profond de nos campagnes. Le 21 octobre 1789, les concitoyens de Paris adressèrent à leurs compatriotes de la Carneille une lettre pour les féliciter de l'énergie qu'ils avaient montrée à l'occasion du soulèvement dans le pays au mois de juillet 1789 et annoncer l'envoi de drapeaux en signe de félicitations pour leur courage. Ils adressèrent également un courrier au prieur Jacques Eudier, curier de la paroisse, lui demandant de lire cette missive au moment de son trône, de bénir le drapeau et de le placer dans un placard derrière l'autel. La persécution religieuse venait de commencer. Par décret du 19 août 1790, le prieuré avait été inscrit au nombre des biens nationaux et interdisait toute exploitation sur ces terres. L'abbé Eudier et son vicaire Charles Pabrière refusèrent de prêter le serment constitutionnel. Astucieusement, ils arrivaient à contourner la loi malgré l'acharnement des officiers publics.
Jugés prêtres réfractaires, ils furent chassés de la Carneille. Jacques Eudier se retira dans sa famille sur le district de Caen, mais l'abbé Perdriel, dès le lendemain, était de retour dans la paroisse. Le 27 juin 1791, l'abbé Perdriel et sa servante Madeleine André sont tenus de déguerpir immédiatement de la Carneille. Après lecture par l'acte par le président Curial et sur ordre de Charles-Ambroise Bertrand de Laudanière, ancien royaliste devenu commandant de la garde nationale, les accusés, entourés de plusieurs gardes, sont conduits hors les murs de leur paroisse. Acte d'expulsion de l'abbé Perdriel. Au nom des concitoyens de la commune et sur ordre de Charles-Ambroise Bertrand de Laudanière, de messieurs les officiers municipaux, j'atteste que la paroisse a été livrée à la division par les intrigues et les manœuvres du sieur Charles Perdriel, curé réfractaire, soutenu par sa servante Madeleine André, parente du signorant curé. Leurs propos inciviques, ne pouvant occasionner que du mal avec tous les citoyens de la paroisse, nous proclamons que le seul moyen de rétablir et maintenir l'union est de leur interdire toute communication avec les habitants. Attendu du grave danger de soulèvement, le conseil municipal, par forme préventive, ordonne l'expulsion du sieur Charles Perdriel, curé insoumis. La demoiselle André est également tenue de déguerpir la paroisse incessamment. Moi, procureur de la commune, j'ai requis 2 officiers de la garde nationale et réquisitionné la charrette du sieur Collet, officier municipal, afin de conduire les condamnés jusqu'aux limites de la paroisse avec ordre formel de ne pas revenir. Par ordre de la justice, cet arrêté a été proclamé devant vous, en Lacarneille, par votre serviteur, procureur de la commune, ce 23 août 1791.
Afin de terminer notre spectacle sur une note joyeuse, nous avons choisi le baptême des cloches du 8 avril 1923. Au terme de ces jours sombres, l'église de la Carneille fut rendue au culte après le Concordat. Au cours des années qui suivirent, les autels et les statues furent remplacés. On rétablit chaises, bancs, bancelles et les dévots paroissiens retrouvés à leur église. Notre spectacle n'est qu'une intime partie de toute l'histoire de ce village. Il aura permis de réunir bon nombre de ses habitants qui, grâce à leur participation, ont permis de partager à l'initiative de l'abbé Boger, curé de la paroisse, nous voici en ce 8 avril 1923, heureux de célébrer solennellement le baptême de nos cloches. Cette cérémonie est honorée par la présence de Monseigneur Lecomte, vicaire général du diocèse de Sées, entouré du chanoine Massé, curé doyen d'Athis et de son vicaire desservant les paroisses voisines. La grosse cloche se nomme Eugénie Paul Lucie Louise, entourée pour ce beau jour par sa marraine Madame Paul Leroy, née Lucie Lebé, du Hamel Saint-Étienne, et de son parrain Silver Bougrel, maire. La petite cloche a été nommée Jacqueline Clotilde Valentine par l'abbé Frédéric Boger, curé de la Carneille. Elle a pour second parrain Clovis Touzé, adjoint au maire. Madame Prosper Lefebvre, née Marie Bonnel, en est l'heureuse marraine, ainsi que Valentine Leboucher, malheureusement indisponible pour ce bel événement. Nous savons tous combien notre église de Saint-Pierre a connu de tragédies à travers les siècles. Après avoir servi de caserne sous la Révolution, devenue le temple de la raison, elle fut rendue au culte sous le consulat. Oui, mes chers concitoyens, ce 8 avril 1923 est un jour heureux, car les timbres joyeux d'Eugénie Paul, Lucie Louise et celui de Jacqueline Clotilde, de Marie Valentine, désormais nous accompagneront dans notre vie paisible, retrouvée.
s'enrichit de nouvelles cloches et nous avons l'occasion de bénir Dieu par cette célébration. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque les temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations liturgiques, avertit les fidèles des joies et des peines de chacun, à l'occasion des baptêmes, des mariages et des enterrements, mais aussi des événements graves qui affectent la vie de l'Église et celle de la cité. Participons donc avec attention et piété à ce rite de bénédiction. Ainsi, en attendant les cloches, nous en souviendrons que nous sommes une famille, et en écoutant le rappel, nous nous rassemblerons pour manifester notre unité dans le Christ. Prière de bénédiction. Seigneur, toi qui rassemble la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple qui s'est rassemblé pour la bénédiction de ces nouvelles cloches. Accorde à ceux qui entendront résonner le son des cloches pour les convoquer à l'Église de prêter à ta voix une oreille attentive et de célébrer les saints mystères d'un seul cœur par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Amen. Baptise, in nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Amen. Je pense que vous pouvez applaudir encore plus fort. Merci Madame Chrétien. Merci Monsieur le maire de la Carneille.